Et c'est parti du coup, bonjour Armelle. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi ce midi. Alors on est sur un événement des Crus Bourgeois à Paris. On est chez Zébulon d'ailleurs, qui est un hôtel-restaurant. Je sais pas s'ils font hôtel, mais en tout cas ils font restaurant, c'est sûr. C'est un restaurant branché. Restaurant très très sympa, juste à côté du Palais Royal. Donc c'est vraiment très sympa. C'est l'occasion de découvrir l'ensemble des Crus Bourgeois, en tout cas une grande partie, les différentes gammes. Et ce qui s'y fait. Alors je te disais un peu plus tôt, t'es la 3e cruise que j'interviewe, puisque j'ai pu rencontrer Annabelle au Château Corbin et Emmanuel au Château d'Issan il y a pas très longtemps. Et donc tu me disais que tu complètes cette triplette en quelque sorte avec les Crus Bourgeois cette fois-ci. Exactement. Donc Annabelle et Emmanuel sont mes jeunes cousins. Et donc moi je m'occupe d'une propriété qui s'appelle Château du Taillan et qui est un cru bourgeois exceptionnel d'appellation au Médoc. Et c'est vrai que j'ai souvent l'occasion de rencontrer donc Emmanuel et j'adore Annabelle qui est très dynamique aussi. Donc c'est amusant parce qu'on est les descendants d'une vieille famille bordelaise qui a depuis toujours été dans les vins, enfin depuis 1819. Du coup, on continue à perdurer cette tradition familiale, chacun dans sa branche, parce qu'on n'est pas de la même branche en fait, avec les successions, les héritages. Ah oui, d'accord. On est chacun d'une branche différente, donc on est cousins et chacun fait perdurer sa branche. Ok, super. Eh ben, écoute, je suis ravi. Alors, tu me disais que vous étiez 3 à faire du vin, à être dans les domaines, dans les châteaux. Donc, j'aurais fait le tour de la famille entre guillemets pour ces interviews. Donc, alors, pour être précis, il y en a quand même une 4e. Qui est la sœur d'Annabelle et qui s'appelle donc Vanessa et qui s'occupe aussi d'un cru bourgeois du Médoc qui s'appelle Château Lojac, qui est là d'ailleurs, que tu as peut-être pu goûter, qui est dans le nord du Médoc. Et donc, non, il y a quand même une 4e. Ok, bon, bah alors, mission pas tout à fait accomplie, mais ça va venir. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, cette interview est également filmée. C'est la 2e fois seulement que je filme les interviews dans ce podcast, donc allez voir ce que ça donne sur YouTube. Maintenant que ça s'est dit, Armelle, on a déjà pas mal commencé, mais est-ce que tu peux quand même te présenter ? Oui, donc moi je suis Armelle Cruz, je suis gérante propriétaire du Château du Taillan. Donc je suis œnologue de formation. J'ai travaillé pendant longtemps dans le négoce de vin et c'est pour ça que je connais bien la distribution des vins de Bordeaux et je me suis concentrée sur la propriété familiale que je partage avec 4 de mes sœurs. Donc c'est pour ça que je dis que je suis la gérante copropriétaire. Nous sommes 5 filles propriétaires du Château du Taillan, qui est une magnifique propriété au Taillan-Médoc. Et j'y ai développé depuis maintenant de nombreuses années plusieurs activités. D'abord un gros travail au niveau du vignoble pour amener la qualité de cette propriété le plus haut possible et en faire au dernier classement qui a eu lieu en 2020 un cru bourgeois exceptionnel, ce qui est ma plus grande joie, techniquement parlant. Et puis, j'ai développé aussi une 2e activité qui est très importante maintenant, qui est une activité de réceptif et de no-tourisme, où la propriété est relativement leader dans ce domaine, puisque de par sa situation géographique, nous recevons aujourd'hui, j'ai toute une organisation, et nous recevons jusqu'à 10 000 visiteurs par an. Donc, on est vraiment une très grosse, on a une grosse activité. Et pour moi, c'est une activité qu'on a longtemps considérée dans la viticulture comme le parent pauvre de notre métier, mais pour moi c'est un mode de communication qui est essentiel. C'est un service après-vente que l'on doit aux consommateurs. On va toujours aux 4 coins du monde pour vendre nos bouteilles, mais quand nos consommateurs viennent nous voir à Bordeaux, c'est la moindre des choses que de les recevoir et donc d'avoir cette activité, ce service de dégustation à la propriété, de découverte de nos installations et surtout de contact avec le vigneron. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, encore une fois, est vraiment un mode de communication très important. C'est clair. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta jeunesse ou en tout cas tes débuts dans le vin? Comment est-ce que ça t'est venu de t'intéresser au vin? Alors, tu as sûrement pas mal baigné dedans en étant jeune, mais est-ce que ça a toujours été quelque chose de prégnant pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Et comment ça s'est passé un peu ce chemin vers te dire que le vin devait être ta profession?
En fait, j'ai donc, on va dire que ça s'est fait un petit peu par hasard parce que nous étions d'une génération où, enfin pour la génération de mon père, c'était compliqué pour lui d'avoir 5 filles. Or, à son époque, c'était important d'avoir un garçon. Et donc, lui avait un petit peu tiré un trait sur sa succession concernant la propriété. Et donc, aucune de nous n'a été formée sur le tas avec sur la propriété. Par contre, c'est vrai qu'on a un peu toujours baigné dans les vins. Moi, j'étais scientifique de nature et donc j'ai voulu faire des études scientifiques et je me suis retrouvée en œnologie un peu par hasard. Et en œnologie, on vous demande au début de faire un stage. Et le premier stage que j'ai effectué, c'est fait au château Giscourt, avec un chef de culture qui s'appelle Lucien Guillemet et qui m'a vraiment fait découvrir le vin et la dégustation. C'est comme ça que j'ai démarré et que j'ai acquis cette passion de la dégustation et de ce métier. Quelle discussion tu as eue du coup à ce moment-là avec ton père quand tu t'es vraiment intéressé au vin parce que de ce que tu me dis, c'est que lui, il envisageait pas ça forcément de cette manière, ou en tout cas, peut-être qu'il n'en caressait même pas l'espoir. Quelle discussion vous avez eue quand toi, ça a commencé à être vraiment intéressant pour toi ? Écoute, on en a eu peu, parce qu'il a eu la malchance de partir tôt. Okay. Donc j'avais 28 ans. Et donc j'ai pas eu le temps de trop en discuter avec lui. Et surtout, j'ai pas eu le temps de travailler du tout. J'ai souvenir d'une dégustation, mais qui était la dernière. Et donc, je me suis retrouvée très tôt, puisqu'à l'âge de 29 ans, avec la propriété. Et donc c'est toi qui as tout de suite repris le... On s'est retrouvés à 5 sur la propriété. Oui. Donc on a été 2 à reprendre. L'une d'elles, qui est une de mes sœurs, est restée quelques années et puis a décidé de partir. Moi, j'ai pris le leadership très vite pour essayer de développer cette propriété et d'aller le plus loin possible. Mais on n'a pas pu travailler avec notre père. Voilà, c'est le destin qui a voulu que... Clair. Ouais, c'est clair. Et avec tes 4 sœurs, justement, aujourd'hui, elles travaillent dans le vin ou pas du tout ? Alors, il y en a une qui travaille dans le vin, qui est courtier en vin. C'est amusant, ça. Donc, elle est plutôt dans la commercialisation. Une autre travaille avec moi. Elle s'occupe plutôt de la logistique, préparation des commandes. Elle s'appelle Marie-Caroline. Et enfin, les 2 autres, non. Non. Mais par contre, c'est une propriété familiale, c'est-à-dire que le château est habité, que la grand-mère est toujours en vie, qu'elle reçoit ses petits-enfants, et que c'est plus une maison. C'est vraiment une maison d'habitation. Hein. Vous recevez du monde aujourd'hui aussi en œnotourisme, je veux dire. Bah oui, alors oui, tu me disais que vous accueillez 10 000 personnes par an, mais on peut dormir sur place. Alors non, c'est de l'accueil. Non, pour l'instant, ça n'est que de la visite, des ateliers à thème. Alors on a beaucoup de sortes d'ateliers, des balades vigneronnes. On fait un peu de réceptif, donc l'organisation de réception, de dîner, dégustation, etc. Je n'ai pas commencé une activité d'hébergement justement parce que c'est un métier. Ah, c'est dur. Et que il faut avoir la passion de ce métier. Moi, j'ai la passion du vin. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vin, la dégustation, la transmission, de parler du produit, plus que l'hôtellerie, où là, il faut vraiment avoir un métier. Donc, mais je pense qu'à la prochaine génération, où ça sera possible, parce que il y a un beau bâtiment et qui mérite d'être partagé aussi. Oui, c'est clair. Enfin, en tout cas, je rejoins ta vision sur le fait que ce soit un vrai métier et que si tu veux vraiment bien faire les choses, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, une attention aux détails aussi. Et puis c'est un métier qui est complètement différent de la production en soi. Parce que le vin, ça reste un process de production qui est complexe avec beaucoup d'environnements différents à l'intérieur ou des paramètres en tout cas à mettre sous contrôle, mais technique. Oui. Exactement, mais l'hébergement c'est une toute autre forme de produit en fait, avec un marketing qui est différent, avec des compétences qui sont différentes. Enfin, c'est vraiment plus la même chose. Donc, je rejoins sur le fait que ce soit pas facile. Et puis si on vend du service en hôtellerie, que l'on fait payer, il faut que ce soit professionnel. Il faut que ce soit très bien. Voilà, il faut que ce soit professionnel. Quand on a une propriété viticole, et ce château, il faut que ce soit professionnel. Autrement, ça marche pas.
Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord. Donc, tu arrives sur la propriété à 29 ans. Comment est-ce que tu as vu évoluer cette propriété ces dernières années, entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est un peu le souffle qui est apparu? Alors d'abord, je suis restée à cheval, entre guillemets, entre la propriété et le négoce, puisque j'ai été acheteuse et dans plusieurs maisons de négoce, jusqu'au niveau de directeur des achats. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que mon rôle était d'aller voir les viticulteurs de toutes les appellations bordelaises et d'acheter leur vin au meilleur prix, mais de converser avec eux sur la qualité de leur vin, sur leurs problématiques, etc. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas que la vision de la propriété, j'ai la vision de la viticulture en général. Et je sais ce que connaissent un peu le viticulteur de différentes appellations, et c'est ce qui m'a intéressée. Après, je suis revenue 100% donc sur la propriété en 2010. Et à ce moment-là, donc en attendant, bien sûr, il y avait une équipe en place, une équipe technique en place. Et moi, la première des choses que j'ai fait, ça a été d'étudier mon terroir, de faire d'adapter un maximum mon encépagement ou l'encépagement de la propriété au terroir. Et c'est comme ça que cette propriété, qui est une propriété médocaine avec une tradition de Cabernet Sauvignon, est passée avec une dominante de Merlot. J'ai planté énormément de Merlot à l'époque parce que les sols argilo-calcaires, qui sont des sols relativement froids, convenaient mieux au cépage Merlot. Ce qui est différent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, eh bien, je rebaisse un peu le pourcentage de Merlot. Mais donc, j'ai fait évoluer ça, et j'ai surtout fait évoluer la qualité des vins en m'entourant de conseillers pour privilégier au maximum le côté fruité, le côté rondeur, le côté équilibre de mes vins. J'ai toujours eu peur, ou pas peur, mais j'ai toujours fait attention à ne pas transmettre un côté austère que l'on peut retrouver parfois dans les vins du Médoc, qui sont des vins relativement tanniques, qui mettent du temps à s'ouvrir et qui se présentent parfois de manière un petit peu austère. Donc moi, ma patte, ça a été surtout de cultiver la maturité des raisins, faire des vins le plus fruités possible, ne pas leur donner trop de bois pour pas les habiller trop, garder des vins authentiques, ronds, équilibrés, charmeurs entre guillemets, tout en gardant bien sûr la puissance d'un Médoc, puisque en Médoc on fait quand même des vins puissants, mais des vins accessibles. Et c'est exactement, à mon avis, la philosophie que j'ai d'un cru bourgeois. Un cru bourgeois, c'est un vin qui n'est pas un cru classé par définition, et qui est un vin qui doit être accessible aux consommateurs, qu'on puisse ouvrir facilement sans avoir peur d'ouvrir une bouteille. Ça reste un vin de Bordeaux, mais c'est un vin de Bordeaux de qualité, mais pas complexe, pas de complexité. Hein. Voilà, la démystification de ce mythe que l'on peut, ou la culture du mythe que l'on peut avoir sur les crus classés quand on pense que l'on va boire un vin mythique, rare, etc. Dans les crus bourgeois, moi je pense que c'est exactement l'opposé qu'il faut faire. On fait des vins de qualité, de belle qualité, à un prix accessible, et c'est un prix plaisir, c'est un vin prix plaisir. C'est pas un vin basique, mais c'est un vin de qualité à un prix plaisir. Voilà, ça c'est un peu ma définition. Et mon vin reflète un peu ce que j'imagine, la philosophie que j'ai dès la commercialisation des vins. Ouais, je comprends très bien. Alors du coup, tu mentionnes les crus bourgeois. On est ici à un événement qui est organisé justement par les crus bourgeois. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, la manière dont ça fonctionne, qu'est-ce que ça a vocation à être, les crus bourgeois? Les crus bourgeois, d'abord, c'est une mention qui fait partie du patrimoine du Médoc, puisque la mention crus bourgeois existe depuis 1932. Il y a eu plusieurs classements. Il y en a eu un en 1932, il y en a eu un deuxième en 2003 et un troisième donc en 2020. Et maintenant, il y en aura un tous les 5 ans. Cru bourgeois, c'était une façon pour certaines propriétés du Médoc d'essayer de se différencier des autres
par leur qualité, sachant qu'elles ne pouvaient pas intégrer le classement des crus classés de 1855 qui lui est figé et ne sera jamais revu. Donc comment exister à côté des crus classés et comment se sortir un petit peu des crus du Médoc basique, eh ben, ça a été créé en 1932, voilà, cette mention cru bourgeois. Donc elle est historique. Après, ce que nous essayons de faire, nous, dans les crus bourgeois, dans notre famille, c'est de rester dynamique. C'est-à-dire que notre classification, elle n'est pas figée. La meilleure des preuves, c'est qu'elle est tous les ans, on se remet en question. Et jusqu'en 2020, tous les ans, on devait passer l'examen, une dégustation à l'aveugle pour savoir si on avait droit à la mention cru bourgeois ou pas. Et puis en 2020, on a réintroduit la notion de hiérarchisation qui est 3 niveaux à l'intérieur de notre famille. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même 249, c'est très nombreux. C'est beaucoup, oui. Et que parmi les 249, certaines marques ont plus de notoriété que d'autres. Et donc, c'était pour arriver à différencier vis-à-vis du consommateur. Parce que, en fait, à l'intérieur de la famille des crus bourgeois, il y a un différentiel de prix qui est très important. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui. Ici, il y a des vins qui se vendent à moins de 10 € TTC consommateur, et puis il y a d'autres vins qui sont dans la même famille, qui sont eux plus près de 25 € que de 20 €. Donc il y a une amplitude importante dans la famille, et pour plus de clarification au niveau du consommateur, on a voulu faire cette hiérarchisation, d'où les 3 niveaux. Ça s'est fait au départ par une dégustation à l'aveugle de 5 millésimes. 5 millésimes, c'était important dans la classification. Pourquoi ? Parce que on peut avoir une surprise ou un accident sur 1 millésime dans une propriété donnée. C'est très rare de l'avoir sur 5 millésimes de la même propriété. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains millésimes où telle propriété va faire un vin fabuleux, et donc ce millésime-là pourra prétendre à être au-dessus des autres. Ou le cas inverse, eh bien, il peut y avoir un accident et cette propriété n'est pas au niveau des autres. Quand on juge 5 millésimes, on juge en fait la personnalité de la propriété, c'est-à-dire la culture globale sur 5 ans. Donc 5 millésimes, on voit la philosophie, on voit le style de la propriété, le style du vin, c'est ça qui est important. Et c'est ce style du vin qui est jugé lors de la dégustation du classement. Est-ce que sur 5 ans, le vin s'est maintenu à un niveau très élevé d'un point de vue qualitatif, et à ce moment-là, il a droit à prétendre à une mention cru bourgeois supérieur, voire cru bourgeois exceptionnel, ou est-ce que le vin, justement, a eu une année très jolie, et puis 4 autres années qui sont en dessous d'un niveau minimum de cru bourgeois exceptionnel, et à ce moment-là, il reste au niveau basique. Donc, cette classification, elle est très sérieuse, elle est faite par des gens qui ne sont pas des Bordelais, ou qui ne sont pas des Médocains, et elle est intéressante parce que à cause de cette multi-année. Après, on est classé pour 5 ans seulement. Donc, ça veut dire que quand on veut progresser au niveau qualité, on ne peut pas relâcher la pression. Il faut qu'on progresse. Ça, c'est un des éléments. Quel est l'élément le plus important ? La dégustation. Et puis après, on doit exposer à travers un dossier. Et c'est ce que certaines propriétés ont eu du mal à faire. La philosophie globale de gestion de la propriété. Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux pour mon vin ? Quel est mon engagement pour la famille des crus bourgeois ? Pourquoi je veux être supérieur ou exceptionnel ? Qu'est-ce que je fais pour ? Qu'est-ce que, en termes de politique de prix, où est-ce que je veux aller ? En termes de notoriété, où est-ce que je présente mon vin ? Est-ce que, pensez bien que pour être cru bourgeois exceptionnel ou cru bourgeois supérieur, il faut avoir une certaine ambition de distribution, une certaine ambition de notoriété aussi, de faire goûter son vin, de manière à participer au rayonnement de la mention cru bourgeois. Comment je fais pour faire vivre cette mention et pour faire vivre ma marque ? Et tout ça, c'est compilé au niveau d'un dossier qui est présenté et qui est jugé ensuite par des gens qui ne sont pas les dégustateurs et qui jugent
l'investissement que le gérant ou le propriétaire fait et l'ambition que le propriétaire a dans sa propriété. Alors on est jugé sur la notoriété, on est jugé sur notre engagement pour l'environnement. On doit tous être certifiés HVE, haute valeur environnementale, ce qui ne veut pas dire bio, parce que aujourd'hui le bio ne fait pas partie des crus bourgeois. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être bio. Un certain nombre de crus sont en bio ou biodynamie, mais on ne peut pas imposer à tous de l'être parce que ça inclut des sacrifices importants. Quelle est mon ambition? Donc, je vous l'ai dit, au niveau distribution, quels sont mes prix de vente? Si je vends à un tout petit prix, je n'ai pas besoin de prétendre d'être parmi les grands, on va dire. Quel est mon point presse? Est-ce que j'ai des notes de journalistes? Est-ce que je présente mon vin? Est-ce que j'ai des références? Est-ce que je suis distribué dans certains bons restaurants? Ou est-ce que je suis 100% avec le même client? Donc il y a plein de données. Et il y a mon investissement aussi en matière de no-tourisme. Mais c'est pas de l'onotourisme pur, c'est est-ce que je suis ouvert? Est-ce que la propriété est ouverte à l'accueil? Est-ce que je suis capable d'accueillir des gens de manière correcte? Voilà. Et donc, tout ça, c'est argumenté dans ce dossier, c'est jugé, et c'est ça qui va faire que, au niveau du classement, la note de dégustation plus la note du dossier va faire que certaines propriétés vont pouvoir être crus bourgeois, d'autres crus bourgeois supérieurs, et enfin, d'autres crus bourgeois exceptionnels. Et aujourd'hui, on est 14 à avoir eu la mention cru bourgeois exceptionnel. Et c'est vrai que c'est une mention qui est importante et qui est une récompense, on va dire. Mais on ne l'est que pour 5 ans. Hein? Ça veut dire que tous les crus bourgeois supérieurs qui veulent être exceptionnels vont tenter leur chance en 2025. Dans 5 ans, enfin dans 3 ans même. Oui. Ouais. Et les crus bourgeois vont pouvoir passer crus bourgeois supérieurs aussi. Donc il y a un vrai challenge en fait. C'est une famille de challenges. Est-ce que vous êtes limité en nombre de crus bourgeois ou là vous êtes 249, mais en soi on pourrait être 310? Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 249 candidats. Oui, bien sûr. On ne sait pas combien il y a eu de candidats parce que pour des raisons législatives, pour arriver à ce que... parce que vous savez bien que dans ce genre de classement, et on le sait dans d'autres appellations, les mécontents trouvent tout ce qu'ils peuvent pour aller en justice et pour essayer de casser le classement. C'est arrivé au niveau des crus bourgeois en 2003. En 2003, il y a eu un classement des crus bourgeois. Le Château du Taillan, d'ailleurs, a été cru bourgeois supérieur, donc j'étais ravie, puisque c'était il y a 10 ans. Et il a été cassé parce que certains sont allés en justice et le jugement a annulé le classement. Et on est en 2007, donc 4 ans après, on est tous redescendus au niveau cru bourgeois. Et il a fallu après recommencer, s'entendre entre nous, faire des assemblées générales, aller voir les autorités, les gouvernements, etc., pour qu'ils acceptent que l'on refasse un nouveau classement qui a pu se faire en 2020. Mais entre 2007 et 2020, il y a eu 13 ans quand même où il a fallu ramer pour continuer à faire vivre cette mention et à réintroduire ce classement. Une fois qu'il a été promulgué, donc en février 2020, il y a eu quelques mécontents, mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de grosses failles qui ont pu justifier de l'annulation de ce classement. Donc aujourd'hui, il est valable jusqu'en 2025. Aujourd'hui, toi, tu es vice-présidente des crus bourgeois, c'est ça? Oui. En fait, ce que tu dis là, c'est ultra intéressant, mais ça me fait aussi me questionner pas mal sur le fonctionnement du truc, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que les appellations, c'est régi par la loi ou par des décrets en tout cas. Donc, tu vois, par l'Institut national des appellations d'origine. Par l'INAO, il y a l'ensemble des appellations, les cahiers des charges qui sont décrits, etc. Il y a quelques classements qui sont aussi régis par la loi. Le classement de 1855 dont on parlait, ça a été, je crois que ça a été un décret du temps de Napoléon III pour l'Expo universelle, machin. Enfin, si vous connaissez pas l'histoire, on fera une vidéo là-dessus, un de ces quatre, ou un article, vous irez le lire, mais voilà. Les crus bourgeois, en soi, c'est quoi? Du coup, c'est une association
de vignerons, comment est-ce que ça s'est structuré? Et est-ce que, en fait, demain, n'importe quel, entre guillemets, collectif de vignerons pourrait décider de produire un classement, de l'ouvrir, de le noter, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que c'est fait, en fait? Non, mais les Crus Bourgeois, c'est une association, en effet, de vignerons du Médoc qui ont décidé donc de s'associer, mais il y a très longtemps. Donc, en fait, c'est l'ancêtre du syndicat. Ouais. Syndicat des Médoc au Médoc autrefois, mais ce syndicat englobe des appellations communales aussi. Donc c'est un syndicat qui s'est créé à côté du syndicat des Médoc au Médoc qui existe toujours. Donc c'est une sorte de syndicat de crus qui ont souhaité se différencier des crus basiques du Médoc et des crus classés 1855. Et pour se différencier, ils ont créé, alors à une époque ils ont créé une coupe des crus bourgeois, mais là ils ont créé un classement pour essayer de faire vivre cette famille et d'avoir aussi un challenge entre nous. Alors pour le consommateur, c'est pas si facile que ça à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que si on ne protégeait pas cette mention cru bourgeois, beaucoup d'autres syndicats d'appellations, que ce soit bordelais ou autres, reprendraient cette mention. Ah oui, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose, elle est historique. C'est une mention historique qui fait partie du patrimoine. Et donc, on n'a pas le droit de la laisser tomber. Maintenant, un collectif de vignerons, tu as les vignerons indépendants, par exemple, qui est aussi une autre association, d'ailleurs dont je fais partie aussi, et qui a une philosophie de distribution, d'organiser des salons auprès du consommateur final, etc. Donc chacun a un peu son histoire. Je pense que la viticulture, ça fait partie du patrimoine français, et c'est normal qu'il y ait toutes ces associations. C'est un peu le contraire, c'est la diversité en fait. C'est un peu le contraire de ce qu'on peut trouver, par exemple aux États-Unis avec Gallo Wine, où là on pourrait représenter une énorme viticulture, une énorme quantité de vin. Nous, on est un peu une multitude de viticulteurs. On garde ce côté un peu paysan entre guillemets, au bon sens du terme. Qui fait que on a notre histoire et on la garde, mais on sait que que l'union fait la force, et donc on a cette notion de solidarité. D'ailleurs, au niveau des crus bourgeois, on est en train de créer un forum justement de discussion digitale pour qu'on puisse s'échanger du matériel. Aujourd'hui, il y a un gros problème de recrutement, de vignerons, de recrutement de tractoristes, etc. Mais si vous écoutez ce podcast ou si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vigneron ou tractoriste, vous pouvez contacter Armelle. Mais il y en a peu, et ils sont souvent, comme il y en a peu, on gagne très bien sa vie aujourd'hui quand on est vigneron tractoriste, parce que comme il y en a peu, ils sont sollicités et ils sont cannibalisés, on va dire, par des grosses marques. Et nous, on a besoin de ce genre de personnes aussi. Donc, on crée cette plateforme d'échange. Il faut qu'on évolue sur plein de sujets au niveau marketing, dans nos étiquettes, dans notre promotion, dans notre distribution. Enfin, on a plein de choses à faire. Parce que, en plus, au niveau commercialisation, ce n'est pas si simple que ça, parce que on est un peu entre les deux. Et tu sais quand on est entre deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'élite des Bordeaux qui eux véhiculent l'image, et on n'est pas dans le basique des Bordeaux où on peut se permettre de faire du volume pour vendre très peu cher. Nous, on est entre les deux, et du coup, il faut qu'on se diversifie et qu'on se débrouille un peu par nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En voyageant ensemble, en organisant des événements comme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être vice-présidente des crus bourgeois? C'est quoi tes responsabilités à toi? Alors moi, ma responsabilité première, c'est d'être présidente de l'association de promotion. Donc je m'occupe de la promotion essentiellement de la famille des crus bourgeois. Donc ça veut dire que je propose au conseil d'administration tout ce qui est événements comme aujourd'hui, voyage, soutien auprès des marchés, déplacements, présence dans les salons des vins, voilà. Et il faut
c'est important parce que les gens, les adhérents, ont besoin qu'on fasse vivre. Moi, mon rôle, c'est de faire vivre cette marque collective, dont la signature, donc les crus bourgeois, et la qualité les yeux fermés. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. Être un cru bourgeois, c'est la qualité les yeux fermés. Quand vous avez le logo cru bourgeois, vous savez que vous pouvez y aller. Voilà, donc ça, c'est mon rôle. C'est un rôle que j'ai depuis assez longtemps. J'aspire à ce qu'il y ait des jeunes vignerons qui rentrent, parce que cette promotion, elle évolue tout le temps. Et il faut qu'on se renouvelle. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, je suis très, très fière d'être médocaine et de pouvoir amener, parce qu'en plus, de par mon passé dans le négoce, justement, je sais ce que les... Bon, je connais mes propres problèmes, mais je sais que l'union fait la force et qu'il faut qu'on arrive à bouger. Oui, c'est clair. C'est quoi le... Donc, ça fait combien de temps que tu es au cru bourgeois ? 20 ans. 20 ans. Quel est justement l'évolution que tu as pu remarquer parmi ces crus bourgeois, et c'est quoi la vision que vous pouvez avoir ? Quelle est la vision que vous pouvez partager ? Alors, l'évolution, déjà, on a eu des hauts et des bas au sein de la famille, puisque avec cet accident de parcours, ce classement 2003 qui a été annulé, ça a été compliqué. Beaucoup de gens ont été découragés de voir qu'on faisait tant d'efforts avec un cahier des charges, etc. pour mettre en place, c'est très long de mettre en place un classement d'un point de vue juridique, donc c'est beaucoup de travail. Puis d'arriver que d'un coup ça disparaisse, il a fallu remotiver les troupes. Donc, je veux dire, c'est une famille qui a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée du digital dans notre communication, l'arrivée des universités d'été où on a plus de solidarité entre nous, et notre vision, c'est de soutenir cette marque et le plus loin possible, et de se réunir autour de cette marque. Alors, on essaye maintenant de faire intervenir un côté plaisir avec nos vins. Par exemple, on organise le premier festival qui s'appelle Good Wine Only, qui est basé sur une réunion. On est 80 crus bourgeois et on va présenter donc nos vins avec une animation musicale. Donc un côté festif. Ce sera où ? Alors le premier a lieu pendant la Bordeaux Wine Week, okay. Donc la fête du vin. Ça a lieu le soir de la fête de la musique, donc ça peut pas être plus simple. C'est le 21 juin à Bordeaux. Donc il y aura une animation musicale avec un musicien, mais je ne m'en souviens plus du nom parce qu'il est moderne et je le connais plus. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est intéressant. Et donc ça va se montrer un peu des vins un peu décontractés, un peu cool. Le côté décontracté du cru bourgeois, je pense que c'est ça notre philosophie à venir. On peut plus être le bordelais avec l'image un peu du cru classé, la cravate blanche, les gants blancs, etc. Non, on veut être un peu cool. Et donc la musique va nous y aider. On est quand même 80. On va le faire dans plusieurs villes de France, avec une finale en beauté qui se fera sûrement à Paris, avec un grand festival de musique et dégustation. Sympa. C'est déjà public tout ça ? On peut s'inscrire ou pas encore ? Alors, Paris, c'était prévu, et puis avec le Covid, on n'a pas pu mais celui de Bordeaux, c'est le 21 juin, et oui, c'est sur Internet, Good Wine Only. Et si vous ne savez pas encore ce que vous faites le 21 juin pour la fête de la musique, ça me paraît tout trouvé d'aller y faire un tour et d'en profiter pour découvrir les crus bourgeois. Donc, les crus bourgeois, vous êtes ensemble pour évidemment progresser, diffuser cette image. Est-ce que vous commercialisez ensemble aussi avec les mêmes circuits, ou pour le coup chacun commercialise de son côté, entre guillemets ? Alors aujourd'hui, chacun a sa commercialisation propre. C'est pas le rôle de l'Alliance des crus bourgeois de s'occuper de la commercialisation. Par contre, on est en train de penser, ou plutôt de réfléchir,
parce qu'un certain nombre de crus ne sont pas, on va dire, équipés encore pour arriver à commercialiser leur vin différemment. Et du coup, différemment, ne sont pas prêts à se diversifier. Or, ils en ont besoin. Et donc, pourquoi pas à terme avoir, je sais pas, une plateforme digitale où toute personne qui aura envie d'un cru bourgeois pourra se rendre et acheter ses vins ou quelque chose comme ça. Donc, on y pense, mais c'est pas en place encore. Ça marche. Eh bien, écoute, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, les crus bourgeois, c'est présent quasiment partout dans le monde ? Oui. En termes de distribution ? Oui. Alors, en plus ou moins grand nombre, le marché, un des premiers marchés quand même du cru bourgeois, c'est la France. Il faut le savoir. Okay. C'est en France que vous pouvez trouver un maximum de cru bourgeois, notamment en foire au vin, parce que c'est un vin typique que l'on peut acheter en foire au vin, parce que c'est son rapport qualité-prix. Ensuite, un des marchés importants des crus bourgeois, c'est les États-Unis. C'est pour ça que nous organisons chaque année une délégation que je mène en général aux États-Unis, à New York, où nous sommes suivis par un certain nombre de sommeliers et on organise des dégustations à l'occasion dans différents clubs new-yorkais. Ça marche bien, les États-Unis. Ensuite, il y a le Canada. Ce sont des monopoles, mais un certain nombre de crus sont distribués à la SAQ chez notamment. La SAQ, ouais. Voilà. Ensuite, en Belgique, qui est le marché traditionnel des vins de Bordeaux. Voilà ce que je puis dire. Ensuite chacun distribue. Alors, vous en aurez qui seront plus ou moins forts en Angleterre ou en Allemagne. Après, chacun y va de sa distribution. Puisque 249 crus, ça représente en 2020 25 millions de bouteilles. Donc, c'est peut-être plus parlant comme ça. C'est un nombre très important de bouteilles. Oui, je ne sais plus qui m'en parlait tout à l'heure pendant la dégustation, mais en termes de force de commercialisation et de représentation, c'est quoi ? C'est 80% non, je crois, des crus du Médoc ou quelque chose comme ça ? Ou je dis peut-être une bêtise ? Ou du volume produit Oui, non, c'est pas 80%, mais c'est 50%. 50%, pardon. Oui. Mais c'est déjà énorme. Du volume produit, c'est ça ? Oui. Dans le Médoc ? Oui. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et du coup, c'est pour ça que chacun a son mode de commercialisation. Alors, il y en a qui vendent directement à la propriété. Il y en a qui passent par le négoce. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui ont des agents. Il y en a qui vendent directement à l'export, etc. Tout le monde y va un peu de sa recette. Débrouillardise, entre guillemets, dans le sens où, par rapport à autrefois, quand le système d'autrefois, donc du temps de mes parents et de mes grands-parents, quand on achetait un cru classé, pour avoir un cru classé, il fallait absolument, c'était obligatoire d'acheter le cru bourgeois qui va avec, et même le Bordeaux rouge qui va avec. Et puis, les crus classés ayant beaucoup changé de main, maintenant, un certain nombre d'entre eux appartiennent à des groupes qui ont des approches marketing très développées, avec une politique de marque qui fait que il n'y a plus cette locomotive avec le train. La locomotive a quitté un peu le train, les wagons. Et donc, nous sommes les wagons, et chaque wagon doit bouger à sa manière. Voilà. C'est bon, ça, je savais pas du tout que tu devais acheter le cru classé, le cru bourgeois, le Bordeaux supérieur. Quand tu voulais avoir 100 caisses de, je sais pas moi, de Pontet-Canet, il fallait que tu achètes 20 caisses de Château du Taillant, 20 caisses de la Dame Rouge Bordeaux supérieur, etc. C'était obligatoire. Il y avait une, voilà, c'était une locomotive. Et puis petit à petit, ça s'est complètement, cette politique de marque. Il y a eu cette notion d'investisseurs qui sont arrivés à Bordeaux et de développement du luxe, le groupe LVMH, tout un tas et qui font que les Cheval Blanc, tous les premiers, les Moutons, les Lafite, etc. ont leur propre circuit de distribution, ils ont leur propre politique de marque qui n'a plus rien à voir avec le reste du Bordelais. C'est pas une critique, c'est l'évolution normale des choses. Ce sont des gens qui investissent tellement d'argent pour acheter ces propriétés, parce qu'il faut quand même
savoir que c'est le prix de l'hectare est très important, que automatiquement ils veulent avoir un retour sur investissement et qui fait que ils jouent leur carte. Mais les autres qui étaient habitués, le reste, les wagons qui finalement étaient des vignerons, ils n'étaient pas du tout intéressés par la commercialisation, ils se sont retrouvés petit à petit comme des vignerons sans locomotive. Et donc, un certain nombre d'entre eux sont devenus ce que je suis, c'est-à-dire des technico-commerciales. Aujourd'hui, un vigneron à Bordeaux doit aussi se préoccuper de sa commercialisation, ce qui n'était pas le cas autrefois. Aujourd'hui, on peut avoir une propriété, c'est très bien, passionné par la vigne, produire du vin, c'est passionnant, mais il faut aussi avoir un volet commercialisation, comment je vais distribuer mon vin. Ça ne suffit plus d'être juste producteur. Ça, c'est une nouvelle donne parce que nous, ça nous oblige à être polyvalent dans notre tête. Donc, à penser à tout. Parce qu'il ne sert rien de produire si vous ne savez pas le distribuer. C'est clair. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de propriétés, malheureusement, vont être amenées à être cédées parce qu'elles produisent, mais elles n'arrivent pas à commercialiser parce qu'elles n'ont pas appris à commercialiser, qu'elles n'ont pas tout le monde n'est pas commercial dans l'âme. De la même manière qu'un commercial sans passion pour la vigne aura du mal à être producteur. Parce que c'est tellement complexe, surtout maintenant avec le réchauffement climatique, avec toutes les nouvelles donnes, etc. Il faut être passionné par la vigne, il faut comprendre le terroir, il faut comprendre le cépage pour pouvoir avoir la volonté de continuer à produire en se disant il y a des difficultés mais je vais produire. Donc il faut vraiment avoir les deux. C'est pour ça que je dis qu'il faut être technico-commercial pour mener une propriété aujourd'hui. Bon, ce que tu as mentionné avant, s'il y en a qui se vendent à pas trop cher et qui font très bon, tu m'appelles, je te laisserai mon numéro après, comme ça on dealera ça. Le pas trop cher, c'est rare à Bordeaux. Justement, tu penses qu'on peut encore s'y installer ? À Bordeaux ? Oui, je pense que... Alors, on peut encore s'y installer. Ça dépend dans quel secteur, parce qu'il y a des secteurs qui sont totalement inaccessibles. Ouais. Par contre, Bordeaux fait toujours rêver, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est que Bordeaux continue à faire rêver. Toute personne qui a réussi dans un autre domaine, pas souvent, mais a vraiment une envie de concrétiser sa réussite en investissant dans un terroir, dans un château, dans quelque chose. Et je trouve que ça a un charme, ça a un certain charme parce que alors quand on veut investir juste pour rentabiliser dans la foulée, ça marche pas. Si on est un industriel et que 1 euro investi égale 1 euro dans la poche au bout de 2 ans, ça c'est pas possible. Mais quand on a envie de revenir aux sources et vraiment de mettre sa réussite dans la pierre, je trouve que c'est une belle histoire quand même. Et il y en a à Bordeaux des belles histoires comme ça. Et souvent les gens sont attrapés par la passion en plus. C'est-à-dire que la passion les rattrape et il y a beaucoup de familles à Bordeaux. Smith Olafite par exemple, ils sont arrivés et finalement ils ont énormément développé et ils sont attachés. On les embrasse. Florence est passée dans ce podcast. Et voilà, incroyable. Et oui, ils sont attachés alors que c'était pas du tout leurs origines, mais il y en a plein d'autres comme ça, plein d'autres. Et ils sont rattrapés par la passion. Et ça, c'est amusant. Beaucoup, c'est des rêves d'enfants aussi. On en avait pas mal parlé. Tristan Leloup, qui est passé aussi dans ce podcast, qui a racheté Cantenac Brand avec sa famille, pareil. Exactement. Rêve d'enfant pour lui. Quel chantier, Cantenac Brand. Quel incroyable. Chantier. C'est énorme. Ouais. C'est un gros morceau. Il fallait vraiment avoir envie et puis avoir non seulement les moyens, mais il n'y a pas que les moyens parce qu'il faut avoir la vision envie, aussi, l'exécution qui va avec. Ils sont en train de dérouler quelque chose qui est impressionnant. Parce que s'il y a une chose qui est dans la vigne, c'est qu'il faut avoir la patience aussi. Ouais. Tout est long et tout est lent. Entre ce que l'on fait une année, et ce que l'on récupère, c'est quasiment 5 ans après. Au moins. Et donc il faut vraiment être patient. Ouais, c'est clair que c'est une histoire du temps. Si t'espères faire un retour en 1 ou 2 ans, je pense que c'est mort. C'est plutôt pour les générations. C'est ça. Je crois qu'il y a on travaille pour la génération d'après. On plante pour nos enfants. C'est ça. Quelque chose comme ça.
T'as des enfants, toi, justement, de ton côté? Oui. Ils s'intéressent... Ah bah oui, mais tu me disais que ta fille commence à bosser un peu avec toi. Voilà. Donc moi j'ai 3 filles, donc Ouais. j'ai suivi la tradition familiale. D'avoir que des filles. Que des filles. Donc j'en ai une qui est dans la finance, qui se demande un petit peu. Pourquoi faire des tableaux Excel toute la journée? Voilà. Je partage. Voilà, mais surtout non. La richesse de nos propriétés, c'est surtout dans le patrimoine plus que dans l'exploitation. Ouais. Ça veut dire qu'on a du mal à rentabiliser, à faire du cash comme on dit. Ouais. Hein. Ça c'est un vrai sujet dans le vin. Hein. Oui, c'est un D'autant vrai plus sujet. quand il y a des transmissions, etc. Voilà. On a du mal à faire du cash. Ouais. Et la seule chose que l'on peut faire pour réaliser un patrimoine, c'est de le réaliser, de le vendre, justement. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, celle qui est dans la finance me dit que c'est beaucoup de travail pour valoriser le patrimoine. Ouais. Ensuite, j'en ai une deuxième qui a monté son entreprise aussi, mais qui est dans les bijoux, rien à voir. Donc, qui crée des bijoux, mais qui marche bien, qui s'appelle Argelouse. Le lien est en description. On n'a pas de code promo, mais le lien est en description. Et enfin, la dernière, qui, avec le Covid, a atterri sur la propriété, parce qu'elle avait bien sûr d'autres plans, comme la plupart des jeunes de cet âge-là, qui devaient partir pour les États-Unis ou pour l'Asie ou pour avoir... Et donc, elle devait partir pour les États-Unis dans les cosmétiques, avait décroché quelque chose de fabuleux, n'a jamais pu partir et a fini par se dire qu'au bout d'un an et demi, on peut pas rester à attendre éternellement quelque chose qui n'arrive pas. Et donc, elle a fait une expérience sur la propriété, puisque j'avais besoin justement d'attaquer ou d'ajouter un volet digital à la communication de la propriété. Et comme c'est comment on dit ça? Ses compétences. Voilà, ses compétences. Eh bien, elle a commencé. Et finalement, elle s'est passionnée pour les vins. Et c'est exactement la même chose. La passion est en train de l'attraper. C'est incroyable. À force de déguster, c'est même pas à force de découvrir, de déguster, de voir la vigne, c'est tellement riche et c'est tellement différent. Il y a tellement de choses qu'elle est en train d'attraper alors qu'elle a que 25 ans et elle se passionne. Et je trouve ça très bien parce que je ne m'y attendais pas. Maintenant, ils sont quand même 14 sur cette propriété. Ah oui, parce que tu as des sœurs, j'ai des sœurs qui ont des enfants, qui ont des garçons, etc. Et donc, ils seront quand même 14 cousins. Donc, elle ne fera pas sa vie comme moi, je l'ai pu le faire. Mais je pense que c'est une belle expérience, en tout cas. Oui, c'est clair. C'est clair. Et ça doit être l'occasion de découvrir pas mal de choses. Donc tant mieux. Voilà. Alors, il me reste deux grandes questions. La première, c'est sur... la partie HVE, donc tu disais, pour être cru bourgeois, il faut disposer du label HVE, donc haute valeur environnementale. Comment est-ce que c'est arrivé ça chez vous? Pourquoi le choix de ce label? Comment ça a été reçu par les différents adhérents des crus bourgeois? D'un point de vue extérieur, je pense que la préoccupation environnementale, c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, personne ne peut passer à côté. Donc avoir une dynamique là-dedans, ça me paraît... normal, mais comment est-ce que ça a été reçu et quel chantier est-ce que vous menez dans cette préservation de l'environnement et aussi dans la transformation du vignoble? Alors en fait, pour le classement 2020, on devait justifier les crus bourgeois. Pour être cru bourgeois, on devait justifier d'un engagement dans une certification. On ne devait pas être certifié. D'accord. Parce que c'était trop compliqué de demander aux gens, justement, il y a un certain nombre d'exploitations qui sont un peu anciennes, etc. Donc on a laissé le temps aux gens de s'adapter, mais ils devaient être engagés, justifiés d'un engagement. Pour le classement à venir dit 2025, là, on devra tous être certifiés haute valeur environnementale. Comme tu dis, c'est dans l'air du temps, c'est important. Bordeaux est assez leader, avec notamment le CIVB qui a fait beaucoup de séances de formation auprès de la viticulture pour inciter la viticulture à s'engager dans dans cette direction. Donc nous, on essaie d'inciter tout le monde. Il y a des organismes pour accompagner, notamment un organisme qui s'appelle le Système de Management Environnemental, SME, qui sont des petits groupes, c'est géré par la Chambre d'agriculture, ce sont des petits groupes de gens, ce que je veux dire, c'est une formation que les viticulteurs, donc les médocains, peuvent faire. C'est très intéressant parce que ça permet non seulement
eh bien de voir comment gérer son vignoble avec 0 pesticide, comment amener donc la vigne à continuer à produire des raisins sans pour autant eh bien contaminer la terre, mais comment aussi introduire le bien vivre ensemble, comment avoir une politique RSE. Ça n'englobe pas que la partie viticole, hein, et c'est très important. Moi j'ai été au niveau du château du Taillan. La propriété est dans la métropole et dans Bordeaux métropole, c'est-à-dire que nous sommes une des propriétés les plus proches de Bordeaux. Donc j'ai été très vite sensibilisée à ça, puisque avec les différents reportages un peu criminels qu'il y a pu y avoir sur les télévisions, il est certain que la population est vigilante à ce sujet et que nous, viticulteurs, on doit répondre à leurs inquiétudes. Donc on a une communication au niveau des voisins qui est établie. Et puis, pour faire adhérer l'ensemble des... on n'a plus besoin de les faire adhérer parce que d'abord, toutes les nouvelles générations y sont très sensibles. Et en plus... la loi nous y oblige aussi. Il y a un certain nombre de produits qu'on ne peut plus utiliser, ce qu'on appelle les produits CMR, qui sont des produits qui pourraient avoir des conséquences sur la santé. Donc ceux-là sont interdits petit à petit par le gouvernement. Donc ils y viennent obligatoirement, hein. Et maintenant, tout Bordeaux, il vient. Je veux dire, autant, il y a 5 ans, c'était encore une relative nouveauté pour les Médocains. Maintenant, c'est dans l'air du temps. Ouais, c'est clair. On a des symposiums en permanence à ce sujet. On est dans le développement durable. Même le no-tourisme est dans le développement durable. Je veux dire, toutes les activités y sont. Ce n'est plus seulement une activité d'agriculture raisonnée, c'est une activité sur l'ensemble des activités bordelaises. Oui, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'il vous souhaiter pour les crus bourgeois d'ici de 2000, peut-être pas 2025, disons 2035, dans une dizaine d'années? C'est quoi l'aboutissement? Déjà d'avoir une certaine clémence climatique, ça on d'essayer d'avoir moins d'aléas climatiques que les 5 dernières années, parce que c'est compliqué. Ça a été dur. Comme on en parlait avec le président Franck, aujourd'hui c'est compliqué d'un point de vue production, c'est compliqué d'un point de vue environnemental, c'est compliqué d'un point de vue commercialisation. On fait un métier qui est compliqué aujourd'hui, mais enfin, moi j'ai tendance à dire, et ce qu'une de mes filles me dit, celle qui est dans la finance, c'est dans tous les métiers pareil. La restauration c'est pareil, etc. Donc il faut nous souhaiter de la clémence au niveau donc climatique, une jolie solidarité entre nous. Et la qualité des vins, on y travaille tellement que c'est pas la peine de nous la souhaiter, on y est. Un bel engouement, un nouvel engouement pour nos vins du Médoc et pour une reconnaissance de ce que l'on fait. Et l'envie pour la jeune génération surtout de goûter nos vins pas comme les vins de leurs parents, mais comme des vins actuels. Parce qu'on a un peu ce problème aussi, d'être un peu... on a besoin d'être à la mode, quoi, un peu. Voilà. Ça marche. On vous le souhaite alors. Comme définition. Ça me va très bien. Merci beaucoup, Armelle, pour cette interview. Il me reste 3 questions qui sont traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est: est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente? Dégustation d'un vin? Oui, d'un vin ou d'un champagne, comme tu veux. Mais... Une dégustation coup de cœur récente. Il y a un vin que je trouve extraordinaire, que j'ai toujours goûté, mais je pense que un vin est lié à une émotion aussi. Donc souvent, c'est des Cheval Blanc. C'est un vin qui représente quelque chose que j'ai goûté avec mon père, et c'est quelque chose qui restera. Donc elle n'est pas récente, mais ça sera toujours le coup de cœur. Chaque fois que je goûterai, et j'ai l'occasion d'en goûter de temps en temps, voilà. C'est mon coup de cœur. Ouais, je pense que j'ai goûté qu'une seule fois Cheval Blanc, c'était le millésime 2009, et je m'en souviens tiens, excessivement bien. Ma deuxième question traditionnelle, c'est: est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander? Moi, c'est l'Atlas mondial de Hugh Johnson.
Qui était là d'ailleurs tout à l'heure. Oui, c'est la Bible du vin, l'Atlas mondial. Hein, c'est la Bible du vin. Il y a tout dedans. C'est simple, c'est complet. Voilà. Moi, c'est la Bible que j'ai recommandée que j'ai offert d'ailleurs à une de mes filles. Voilà. Et ben c'est noté. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous ai mis les liens en description pour vous procurer cette Bible du vin, cet Atlas mondial du vin. Vous pourrez le retrouver ultra facilement et du coup suivre les conseils d'Armelle pour le lire et en faire un beau livre sur votre table de chevet. Et ma dernière question, qui est tout aussi traditionnelle, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer? Alors c'est une personne que je ne connais pas, mais que j'ai entendue dernièrement dans une conférence. Je peux pas dire que je viens de ta part, c'est pas du jeu. Non. D'ailleurs, je ne me souviens pas de son nom, mais il est directeur technique de Cheval Blanc, justement. Ah, mais très bien. Il s'appelle, je ne te dirai pas son nom, mais tu le trouveras. J'en lu quelque chose, mais ça c'est normal, je ne me souvienne pas des noms. Pourquoi ? Parce que c'est un monsieur qui a une approche justement de la viticulture, de l'environnement, qui est intervenu lors d'une conférence sur les vignobles engagés, qui est une association justement gérée par le CIVB à Bordeaux, qui a organisé une conférence dernièrement sur les vignobles engagés. Et il a donné le témoignage de Cheval Blanc, qui a les moyens bien sûr de mettre en place, mais c'est quelqu'un qui est convaincu de sur l'agroforesterie, le retour à la nature, la réintroduction de la nature dans le vignoble, etc. Et j'ai trouvé qu'il a ramené, et Dieu sait si Cheval Blanc c'est un vin qui est justement mythique, qui est hors du temps, parce que qui est inaccessible, on n'a pas l'occasion de le goûter. Il a une façon de parler de son métier qui le ramène à la paysannerie et donc au côté paysan, au côté naturel. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et donc je t'engage à rencontrer cette personne. Voilà. Compte sur moi. Alors je connais beaucoup de viticulteurs, bien sûr de propriétaires, mais lui aura un discours authentique et vraiment intéressant et dans l'air du temps pour les futures générations. Il est habité par le futur de la Terre. Et ça, c'est notre avenir, ça. Compte sur moi, il faut absolument qu'on fasse quelque chose à Cheval Blanc. C'est quasiment prévu, mais effectivement, il faut qu'on arrive à sélectionner la date et à y aller. Ce serait vraiment incroyable. Armelle, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé en ce début d'après-midi, juste après le déjeuner. C'était une digestion qui est restée active. J'espère qu'on a été efficace, dynamique. Pour les personnes qui nous écoutent, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de la partager évidemment autour de vous. Envoyez-la à au moins 2 personnes autour de vous. Partagez-la sur les réseaux sociaux où vous voulez. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à cet épisode de podcast. Et si vous nous regardez, faites la même chose. Commentez, dites-nous quel est le dernier cru bourgeois que vous avez dégusté par exemple. Et partagez aussi cette vidéo autour de vous. Armelle, encore merci pour ton temps en ce début d'après-midi et je te dis à très bientôt. Merci, ça m'a fait plaisir, c'était très intéressant.